Très bien, parfait. Donc, on va enchaîner directement et rapidement avec le deuxième cours, qui est les troubles moteurs de l'œsophage. Donc, on fait le petit rappel à l'heure. Donc, comme vous le savez, vous avez un tube muni de deux sphincters, le sphincter supérieur, le sphincter inférieur, avec notre fameux tuyau qui fait à peu près 25 cm. Donc, la musculature striée en haut, le muscle lisse en bas avec le sphincter inférieur de l'œsophage. Il faut toujours avoir à l'esprit que vous avez les ondes péristaltiques primaires qui vont permettre la propulsion et la clairance du bol alimentaire, secondaire pareil, et tout ce qui vient après comme supplément, ce qu'on appelle les ondes tertiaires, c'est des ondes pathologiques. Classification, c'est simple. Alors ça, c'est une ancienne classification, parce que comme vous savez, pour les troubles moteurs primitifs, on a une nouvelle classification qu'on va voir après, la classification de Chicago. Tous les troubles moteurs primitifs, leur définition se fait par la manométrie. Et depuis l'avènement de la manométrie haute résolution, on a eu plusieurs classifications que vous allez voir après, et ça a complètement changé. Par contre, il ne faut jamais passer devant des troubles moteurs secondaires. Par exemple, un reflux. Un reflux pourra donner une dysphagie. Les maladies systémiques, les neuropathies comme le diabète, les maladies secondaires. Ne jamais passer devant un examen endoscopique. Il faut le faire toujours, surtout si on a un patient âgé. Âgé, non, après, on va dire après 50 ans, qui présente un reflux récent. Même s'il répond au traitement, il faut toujours demander une endoscopie, voire un scanner thoracique. Donc, la hantise du cancer, trouble moteur secondaire suite à une infiltration du cardiaque, ce qu'on appelle la chalasie secondaire. Alors, pour les troubles moteurs primitifs, vous avez les grands chapitres, les grands volets. Vous avez la chalasie primaire, vous avez la maladie des spasmes étagés ou bien diffus, le MSD. Vous avez l'œsophage casse-noisette. Vous avez l'hypertonie du sphincter inférieur de l'œsophage. Alors, cette entité, c'est une entité nouvelle. Elle vient depuis l'avènement de la manométrie haute résolution. On a tout simplement une hypertonie du sphincter sans qu'il y ait une atteinte œsophagienne. Et après, vous avez les troubles moteurs non spécifiques qu'on va voir bien détaillés après. Alors, l'ancienne nomenclature ou bien l'achalasie du cardiaque, l'achalasie primaire, le cardiospasme ou un stade plus avancé et tardif, vous avez le méga-œsophage. Alors, l'achalasie, par définition, comme je vous ai dit, tous les troubles moteurs œsophagiens, leur définition elle est manométrique. C'est une pathologie dont l'étiologie reste toujours, jusqu'à ce jour, méconnue. Néanmoins, en traduction manométrique, elle est caractérisée par un apéristaltisme. Donc, c'est l'absence totale des contractions œsophagiennes et par un défaut de la relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage en réponse à la déglutition. Donc, ce défaut de relaxation, on peut avoir une relaxation incomplète, mais le signe manométrique révélateur, voire pathognomonique, c'est une hypertonie sphinctérienne. L'incidence, elle varie de 0,6 à 1 cas pour 100 000 habitants. Les sex ratios donc sont égaux. Elle va toucher les hommes et les femmes d'une façon égale. Peut se voir à tout âge, mais on a un âge de prédilection, on va dire entre 20 et 40 ans. On va dire a priori entre 20 et 40 ans. Rarement avant 14 ans.
La forme familiale elle peut être existée de 1 à 2%. Alors, la pathogénie toujours mal élucidée, vous avez plusieurs facteurs incriminés dans l'apparition de l'achalasie, soit des facteurs environnementaux viraux, comme le simplex virus type 1. Vous avez toutes les viroses connues, la rougeole, la varicelle, les zonas. Vous avez qui vont donner une inflammation du plexus méentérique qu'on va voir après, qui va se poser une prédisposition génétique, va donner une inflammation chronique du système antiplexus méentérique, va donner une névrite ganglionnaire et va nous donner l'achalasie vigoureuse. Cette névrite ganglionnaire chronique va donner une destruction totale des fibres inhibitrices et inhibitrices nitrinergiques, qu'on va voir après, le monoxyde d'azote, et va donner une fibrose qui va aboutir en finalité à une achalasie classique. Donc, c'est le stade final. Le patient ne pourra plus rien boire et manger. Et à ce stade-là, le traitement doit se faire en urgence. Donc, pour comprendre l'achalasie et savoir la traiter, il est impératif de connaître la physiopathologie. Connaître ma physiologie, connaître ma physiopathologie, et à partir de là, découlera les traitements surtout médicamenteux, et après, on va voir toutes les armes thérapeutiques après. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un ganglion nerveux. Là, vous avez les récepteurs dendritiques, vous avez les récepteurs cholinergétiques, à l'acétylcholine, et vous avez les récepteurs incriminés, le récepteur de monoxyde d'azote et le récepteur VIP. Ici, chez une personne normale, il existe. Chez une personne qui présente une achalasie, ils sont absents. Ça veut dire quoi? Schématiquement, il y a une coupure de courant entre le cerveau et ce système dendritique nerveux. Donc, le cardia ne va plus, ou bien la partie distale de notre œsophage ne va plus recevoir le signal neuronal qui est véhiculé par ces deux produits, qui est l'acétylcholine, qui a la voie excitatrice. Ça veut dire quoi? Il va permettre la contraction œsophagienne, contraction du cardia. Mais l'autre partie qui est le monoxyde d'azote, sa présence ou bien sa concentration va permettre la relaxation et ce qu'on appelle la voie inhibitrice. Donc, on aura une rupture de cette voie inhibitrice. Pour cela, on aura toujours une hypertonie, une hypertonie permanente du sphincter lors de la déglutition. Donc, vous avez deux systèmes cholinergiques excitateurs qui va permettre la fermeture de l'œsophage en dehors de la déglutition, et vous avez la voie inhibitrice et le maître à bord qui est le monoxyde d'azote. Son récepteur sera absent et on n'aura plus l'ouverture du sphincter inférieur. Alors, l'achalasie, son symptôme révélateur très fréquent, c'est la dysphagie. La dysphagie, c'est une gêne ou bien un trouble à la elle est très fréquente, plus précoce, intermittente. Ça veut dire elle parvient et elle disparaît. Elle est capricieuse et elle peut devenir quasi permanente. Cette dysphagie, sa caractéristique très importante, elle est paradoxale. Ça veut dire quoi? Le patient va vous dire, docteur, je peux manger normalement les solides, mais j'arrive. Normalement, c'est le sens inverse. Il pourra faire passer les liquides, mais pas les solides. Mais dans notre cas, c'est une dysphagie paradoxale, c'est le contraire. Il arrive à faire passer les solides, mais pas les liquides. Elle peut être révélée par des régurgitations, c'est la montée du contenu alimentaire de l'estomac vers l'œsophage.
Elle peut se manifester, se traduire par des douleurs thoraciques, un amaigrissement. Donc, toujours faire gaffe la hantise du cancer et faire toujours une endoscopie. Mais à un stade tardif de l'achalasie, le patient ne peut plus faire passer quoi que ce soit et on aura un amaigrissement très, très important. L'examen physique, néanmoins, il sera pauvre, sauf s'il y a des pathologies associées. Les examens complémentaires, je vous ai dit, il faut toujours faire une endoscopie digestive haute pour éliminer une pathologie organique. L'endoscopie, elle peut être normale, donc on ne trouvera rien à l'examen endoscopique. Soit, des fois, on trouvera un ressaut au passage du cardia, ça veut dire dès que l'endoscope vient en contact du cardia, soit on passe difficilement, soit on doit trop insuffler pour pouvoir ouvrir un petit peu notre oesophage, ou bien pousser et faire des manœuvres pour pouvoir dépasser notre cardia. Soit d'achalasie ou bien de troubles fonctionnels du cardia, on trouvera soit une stase alimentaire et salivaire, voire une dilatation, une distension, le méga-œsophage en amont de notre sphincter qui témoigne de l'ancienneté de la pathologie. Alors, le premier examen qu'on va demander, qui est le transit œsogastro-duodénal, c'est un examen qui va être demandé plus par les chirurgiens pour une éventuelle chirurgie après, pour voir s'il n'y a pas un obstacle organique ou bien une compression extrinsèque pour notre cardia. Alors, en vue, soit on va trouver des niveaux hydroaériques médiastinaux, soit à l'image typique. Alors là, c'est ici notre rétrécissement, ce qu'on appelle une image effilée d'aspect en queue de radis avec une dilatation en amont de notre corps œsophagien, ou bien ce qu'on appelle l'image en bec de lièvre. L'image en bec d'oiseau, bien en bec de lièvre, ou bien la chaussette, de l'existence bel et bien d'un obstacle au niveau du cardia ou bien au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage. C'est un examen qui va nous orienter, mais il ne va pas poser le diagnostic. Alors, il y a l'avènement de l'écho-endoscopie. Dans l'achalasie, ce n'est pas un examen qui va être demandé en première intention. C'est toujours la manométrie, mais dans 60% des cas, l'écho-endoscopie va permettre l'achalasie secondaire d'origine tumorale qu'on pourra passer devant à part une endoscopie digestive haute. Ça veut dire, si j'ai des symptômes, si j'ai une personne âgée, si j'ai des symptômes, des signes d'altération d'état général, je fais mon scanner, je ne trouve rien. Je fais une endoscopie qui ne voit rien. Elle va voir peut-être un épaississement, mais à vue d'œil, il n'est pas significatif. Il n'a pas une traduction pathologique en endoscopie. Je dois demander impérativement une écho-endoscopie faite par un expert qui va retrouver un épaississement de 5 à 10 cm de la couche musculaire et qui pourra nous faire la part des choses entre une achalasie primitive ou une achalasie secondaire. Alors, l'examen de première intention, après avoir éliminé une cause organique, c'est la manométrie. Comme on vient de voir tout à l'heure dans le cours des explorations fonctionnelles, la manométrie conventionnelle ou bien la manométrie de haute résolution, c'est l'examen gold standard. Alors, vous voyez ici un tracé normal. À gauche, un tracé normal d'un œsophage. Ici, c'est la partie du sphincter œsophagien. Vous avez des ondes propulsives simultanées œsophagiennes et vous avez le relâchement du sphincter inférieur de l'œsophage. Ici, donc, vous avez sphincter supérieur,
Ici, ce que vous voyez ici, vous avez absence d'onde œsophagienne. Ça veut dire notre œsophage ne se contracte plus. Ça veut dire il n'y a plus de problème. Et ici, la relaxation ne se fait pas. Alors, vous voyez ici un tracé en continu. Contrairement à ici, il s'ouvre. Il y a une diminution de la pression. Il va s'ouvrir. Ici, c'est une fermeture en dessus de la ligne isobare. Donc, fermeture totale de notre sphincter lors de la déglutition. Donc, le symptôme manométrique ou bien le facteur manométrique pathognomonique de l'achalasie, c'est l'hypertonie sphinctérienne lors de la déglutition. Vous avez un apéristaltisme diffus du corps de l'œsophage et absence de relaxation de notre sphincter. La manométrie haute résolution, son apport a permis de trouver une nouvelle classification qui est une classification très logique et qui a changé toute la définition ancienne des troubles moteurs œsophagiens. Vous arrivez à voir ici, donc l'achalasie, elle est là. L'achalasie, on n'a plus une seule achalasie, mais on a 3 types d'achalasie. Mais ce qui est important, c'est là. Vous avez, je ne vais pas m'étaler sur ces paramètres, c'est des paramètres hyper sophistiqués, mais ce qui est très important, vous avez un PRI qui est la pression du sphincter inférieur de l'œsophage, elle est très très élevée, avec un péristaltisme des fois absent. On a 3 types d'achalasie, le type 1, le type 2, le type 3. Ces 3 types d'achalasie, malgré qu'il y ait un changement de la contraction œsophagienne, qui peuvent être absentes, présentes avec des spasmes dans le type 3. Mais la chose qui est commune, c'est l'hyperpression du sphincter inférieur de l'œsophage. Donc, à partir de là, ça ne sera plus la définition manométrique qu'on connaît tous, qui est le défaut de la relaxation ou bien l'absence de relâchement, mais c'est une hypertonie. Parce qu'il y a une entité qui est différente, qui est l'obstruction de la jonction œsophagienne isolée. À ce stade-là, on a un péristaltisme. Les ondes œsophagiennes, elles sont présentes, mais il y a une simple hypertonie sphinctérienne. Vous avez les autres types de troubles moteurs œsophagiens primitifs. Donc, il y a des troubles majeurs de la motricité œsophagienne. Il y a les troubles mineurs de la motricité œsophagienne. On peut avoir une PRI, donc on peut avoir un sphincter normal avec des déglutitions efficaces supérieures à 40%, et à ce stade-là, on va dire que notre manométrie, que notre œsophage, il est normal. Donc, la traduction, elle est tout à fait normale. Donc, la classification de Chicago, elle a été modifiée par l'avènement de la manométrie haute résolution. Vous avez l'achalasie avec ces 3 types. Et à partir de là, œsophagienne, vous avez les troubles mineurs et vous avez un examen tout à fait normal. Cette classification a permis de prédire, après on va voir, les indications thérapeutiques. Quand est-ce que je dois traiter médicalement? Quand est-ce que je dois dilater? Et quand est-ce que je dois traiter chirurgicalement? Les complications de l'achalasie, malgré qu'il est très rare, il est de 2 à 7% devant le cancer de l'œsophage. Donc, tout patient qui présente une achalasie, il faut lui faire une surveillance adéquate, le surveiller de près avec des consultations régulières, rechercher des signes d'alarme, les guetter à chaque consultation, ne pas les rater. Si vous trouvez un seul facteur ou bien un élément alarmant, n'hésitez pas à faire votre endoscopie. Alors, lié à l'obstruction de ce sphincter qui se fait d'une façon fonctionnelle, on va avoir une malnutrition, des fausses routes, des régurgitations, des fausses routes respiratoires qui vont donner des toux, de la dyspnée et des infections dues à la stase.
On peut même avoir des œsophagites dus à la stase alimentaire, quels que soient les types, surtout quand c'est une stase acide. Donc, on trouvera une œsophagite avec ces 4 stades. Une candidose œsophagienne, donc on sera obligé d'instaurer un traitement antifongique. Et formation, donc on aura des troubles mécaniques œsophagiens au niveau de la paroi œsophagienne qui peut même former des diverticules épiphréniques, pourquoi pas chez les jeunes, voire risque de perforation. Donc, qui dit achalasie, traiter, s'il y a une complication dans l'immédiat de la malnutrition, je dois traiter d'emblée, j'attendrai pas. Et guetter la hantise du cancer de l'œsophage. Alors, le diagnostic différentiel, achalasie secondaire ou bien la pseudo-achalasie, recherchez toujours un cancer. Un cancer du cardia ou bien qui peuvent donner une digestive qui est la dysphagie, mais endoscopiquement, il n'y a rien. Quand on en endoscopie digestive, c'est la sarcoïdose, c'est la sclérodermie, c'est l'œsophagite éosinophile. Ne pas méconnaître toutes les autres pathologies. Bien sûr, si vous avez un cancer bronchique, un lymphome ou bien un cancer du pancréas, n'hésitez pas à faire une endoscopie digestive à la recherche d'un cancer synchronal. Alors, j'ai fait ma manométrie, j'ai pu poser mon diagnostic, c'est bien. Je pose mon diagnostic, mais je dois traiter. Parce que la plainte, c'est la dysphagie. La plainte, le patient n'arrive plus à manger jusqu'à un état cachexie nutritionnel grabataire. Donc, le premier but de mon traitement, c'est corriger l'état nutritionnel. Mon deuxième, c'est améliorer la vidange œsophagienne et avoir une bonne clairance œsophagienne et diminuer l'hypertonie du sphincter inférieur de l'œsophage. J'ai plusieurs armes thérapeutiques et plusieurs volets thérapeutiques en allant d'un traitement simple médical jusqu'à un traitement chirurgical. Alors, la thérapeutique, elle a été inspirée de la physiologie et la physiopathologie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez deux mécanismes de volets. Vous avez le volet excitateur qui se fait par l'acétylcholinergique. Vous avez l'effet inhibiteur qui se fait par le monoxyde d'azote. Donc, si on a une hyperconcentration cholinergique, j'aurai toujours une fermeture permanente de mon sphincter inférieur de l'œsophage. J'ai une destruction des neurones myentériques. J'aurai une concentration diminuée de monoxyde d'azote. Donc, j'aurai une libération, un excès de libération de calcium et j'aurai la fermeture permanente de mon sphincter inférieur. Donc, de cela, on a découlé des armes thérapeutiques médicales. La première, vous avez les dérivés nitrés et vous avez les inhibiteurs calciques. Les dérivés nitrés, vous avez l'isosorbite des nitrates, se donne en forme sublinguale, ça veut dire sous la langue, qui a une action très rapide, 5 à 10 minutes. Plutôt 5 à 10 mg, l'action elle est très rapide, ça veut dire dès que le patient va prendre le comprimé, il y aura un relâchement de son sphincter et il pourra manger normalement. L'efficacité, néanmoins, elle varie de 53 à 87%. On aura des effets secondaires invalidants comme la céphalée, l'hypotension. C'est pour ça, avant de donner ce traitement des dérivés nitrés, il faut toujours faire un bilan cardiaque, même pour le jeune. Hein. Même pour un jeune, je dois faire un bilan cardiaque et avoir l'aval et l'accord d'un cardiologue et que je puisse donner ce traitement sans avoir peur et sans engendrer des dangers pour le patient. Voir s'il y a une interaction médicamenteuse avec d'autres médicaments, les dérivés nitrés, s'il a un problème cardiaque ou un problème de tension, parce que l'hypotension, elle n'est pas évitée. Donc, vous avez les dérivés nitrés.
qu'on va donner de 5 à 20 mg en sublingual. L'action, elle est un peu lente, entre 15 à 45 minutes. Et le traitement se donne toujours avant les repas, pour donner le temps à le sphincter pour qu'il s'ouvre. Donc, le principe, c'est simple. Ces dérivés nitrés vont permettre l'ouverture du sphincter de l'inférieur de l'œsophage. Malheureusement, il y aura toujours une mauvaise tolérance par l'hypotension et l'avènement des céphalées. Vous avez le deuxième volet thérapeutique qui est les inhibiteurs calciques. Comme on l'a vu ici, donc il y aura une accentuation, une sécrétion accentuée de calcium. Donc il n'y aura plus de monoxyde d'azote et le VIP. Donc il n'y aura plus de relaxation. On va essayer de faire quoi? On va essayer d'inhiber l'action du calcium et on aura un effet feedback positif de la libération de monoxyde d'azote. Donc, la nifedipine en sublingual, 10 à 20 mg, comme les dérivés nitrés. L'efficacité, elle est, on va dire, égale, entre 50 et 70. Donc, vous avez un PP de 0,01. Les effets secondaires, ils sont invalidants. Pareil, c'est les céphalées et les potentiaux. L'inhibiteur calcique qu'on connaît tous, c'est la dalate. Donc, la dose, on va donner 1 à 3 comprimés par jour avant les repas. Donc, pour le traitement médical, les plus connus et les plus utilisés, c'est les dérivés nitrés et les inhibiteurs calciques. Vous avez un deuxième traitement que vous connaissez tous le nom commercial. Et vous allez être étonnés, mais vu son efficacité et son effet qu'on va élucider maintenant, on peut les utiliser. C'est le sildenafil, ou bien connu communément la molécule connue chez les urologues, nos confrères urologues, c'est le Viagra. Le Viagra, c'est un inhibiteur de la 5-phosphodiesterase. Donc, il va agir comment? Vous avez ici le monoxyde d'azote. Vous avez cette enzyme, la guanylate cyclase, qui va dégrader notre guanosine triphosphatase en guanosine monophosphatase cyclique. Cette dernière, avec cette phosphodiesterase 5, elle va donner la 5-guanamine monoxyde phosphatase. Alors, quand on va dégrader le GMP cyclique, elle va nous donner la 5-GMP. Donc, sa dégradation va donner une diminution de la concentration de la GMP cyclique. Si on a une bonne concentration de cette GMP cyclique, on aura un relâchement du sphincter inférieur. Mais si elle va basculer à cette voie par dégradation en 5-GMP, donc on aura un taux moindre. Et si on aura un taux moindre, on n'aura plus de relaxation. C'est pour ça cette molécule, le sildenafil, va venir ici, stopper cette voie et l'inhiber, et pour nous donner assez de chances d'avoir une grande concentration de GMP cyclique. Donc, les urologues l'utilisent pour les troubles de l'érection chez l'homme comme traitement, et nous, en tant que gastro-entérologue, on va la donner comme un effet mieux relaxant pour pouvoir avoir assez de chances de concentration de GMPC. Elle va permettre la relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage et toute la musculature striée. Le muscle lisse, la musculature lisse, qui est la voie involontaire. Alors, vous avez un deuxième volet thérapeutique, mais qui est chimique, qui est la toxine botulique. Vous connaissez tous la toxine botulique, elle est utilisée en chirurgie esthétique, elle est utilisée en proctologie pour la fissure anale. Le principe est simple. Le principe est simple, mais l'action, on va l'élucider ici. Le principe, c'est quoi? On va essayer de relâcher le sphincter. Ce qui se fait en proctologie, on va relâcher le sphincter inférieur, le sphincter anal par injection de toxine botulique.
La toxine botulique, elle est issue du Clostridium botulinum. Elle empêche l'exocytose des vésicules acétylcholine. Alors, vous avez ici, et ce qu'on a vu tout à l'heure, souvenez-vous, pardon, pour la physiopathe, donc vous avez le volet excitateur. Alors, quand on dit un volet excitateur, ça veut dire la fermeture. Le médiateur chimique ici, vous avez l'acétylcholine. Donc, on va faire quoi? On va ramener de la toxine botulique. Ça, c'est la dendrite. Hein. Ça, c'est les récepteurs de l'acétylcholine. Donc, il y aura une libération de la toxine botulique qui est comment dirais-je? Il y aura une compétition et c'est le facteur de prédilection qui va se poser ici. Donc, on aura les molécules de toxine botulique vont se poser sur les récepteurs d'acétylcholine. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus de libération d'acétylcholine parce qu'elle ne va pas trouver ces récepteurs. Ils sont pleins par la toxine botulique et du coup, il n'y aura plus de libération d'acétylcholine. Si on ne va plus larguer ou bien il n'y aura plus d'exocytose d'acétylcholine dans le sang, donc il n'y aura plus d'effet fermé permanent. Donc, on aura une action mieux relaxante sur le muscle lisse. Donc, les synapses vont plus larguer cette acétylcholine, pardon. Il y aura de la toxine posée sur les récepteurs de prédilection et sélectifs d'acétylcholine. Par contre, cette toxine botulique, elle a un effet éphémère. Elle peut durer jusqu'à 3. L'effet de libération et mode d'action va durer, on va dire, de 3 mois, 6 mois, voire une année. Donc, elle aura un effet réversible. Effet réversible parce qu'il y aura une repousse des récepteurs, ce qu'on appelle le sprouting, une repousse des récepteurs cholinergiques et il y aura une libération de l'acétylcholine et il y aura une refermeture de notre sphincter inférieur. Donc, dans ce cas-là, on sera obligé de réinjecter de la toxine botulique à la demande, 3, 6 mois, 1 an après première injection. Donc, effet éphémère. Vous avez le troisième, ou bien on va dire le deuxième volet thérapeutique, qui est la dilatation pneumatique. La dilatation pneumatique, elle va consister à quoi? Donc, on va bien sûr toujours sous contrôle de la vue. Et après avoir fait une endoscopie digestive pour éliminer toute contre-indication à la dilatation, et bien sûr rechercher s'il n'y a pas une cause organique. On va faire coulisser. Alors, on va faire notre endoscopie. On va essayer de coulisser ce que vous voyez ici, un fil guide métallique. Il est très souple en extrémité pour ne pas perforer ou bien pour ne pas léser notre muqueuse. On va laisser notre fil guide à l'intérieur. Il va nous guider parce qu'après, on va poser notre matériel à l'aveugle. On sera guidé seulement par notre fil guide. À l'extrémité, bien sûr, on va mettre un peu de la xylocaïne en anesthésiant. On va coulisser notre ballonnet et on va le gonfler. On va le gonfler grâce à un manomètre ou bien un baromètre. Et en pratique, on va injecter de l'air. On va gonfler ce ballonnet et on va compter 1 minute. 1 minute, l'objectif, c'est d'avoir une dilacération. Ça veut dire, on va lever l'obstacle de l'hyperpression. On va créer une petite dilacération, une petite déchirure au niveau du sphincter qui va permettre la diminution de la pression de notre sphincter inférieur. Alors, si je n'arrive pas à avoir cette dilacération, je peux refaire l'examen. Attention, toujours recontrôler par l'endoscope pour éviter le risque de perforation. Alors, il y a la dilatation pneumatique, elle est toujours de mise. Pour nous, c'est l'examen de référence, l'examen instrumental endoscopique. Mais ailleurs, il y a eu l'avènement d'une nouvelle technique, une technique promotrice
une technique qui a eu, on n'a pas eu un recul d'études, mais c'est une technique qui a permis de faire, de révolutionner, on va dire, la méthode endoscopique du traitement de la chalazie. Alors, ça s'appelle la technique du poème. C'est la myotomie orale endoscopique. C'est une technique qui a été commencée en 2008 par les Japonais. Bien sûr, les Européens, ils l'ont adoptée. Et c'est la technique qui est d'actualité actuellement. Alors, elle consiste à quoi? C'est une technique qui se fait par le gastroentérologue toujours, sous sédation, bien sûr, à jeun, après une endoscopie. On va essayer de créer un tunnel au niveau de la lumière œsophagienne. Donc, c'est un tunnel parallèle, toujours en intraluminal, mais il est parallèle à la muqueuse, à la lumière œsophagienne. Ce tunnel va être créé par un instrument bien spécial jusqu'à l'arrivée au niveau du cardia, au niveau du sphincter inférieur. Et on va essayer de couper notre sphincter en bas. C'est une technique très efficace. Elle a une efficacité clinique et une efficacité manométrique. Ça veut dire dès que il y a un taux très faible de morbidité, même si le patient a bénéficié d'une chirurgie plutôt une chirurgie pour la chalazie, on pourra après une chirurgie, on pourra faire cette technique. Donc le risque de morbidité il est très très faible. Donc la création de ce tunnel et faire passer notre matériel, notre instrument, on va couper en bas. On va couper en bas notre. Excusez-moi, je vais brancher mon PC. Pardon, excusez-moi. Donc, c'est la nouvelle technique. Vous allez la trouver dans tous les articles, toute la documentation pour le traitement de la chalazie. Alors, vous avez l'apport chirurgical pur qui se fait par les chirurgiens. Le principe, il est le même. On va faire une myotomie au niveau du sphincter, mais ça se fait par voie chirurgicale, soit par voie, alors une ouverture ou bien par voie cystoscopique. Bien sûr, la technique, elle est les morbidités, elles sont plus accrues. On sera obligé d'hospitaliser le patient. Donc, il y aura un séjour hospitalier, il y aura une anesthésie, le risque de l'anesthésie générale, alors que l'autre, elle se fait, on va dire, en ambulatoire. Ça se fait le jour même et le patient pourra rentrer chez lui et reprendre son alimentation le plus normalement du monde. Le coût, il est on va dire, elle est moindre. Elle est moindre par rapport à la technique poème. Donc, le principe, il est le même. On va ouvrir notre sphincter, muscle, par un abord chirurgical. Alors, là, je vous ai mis les indications. Ça, c'est l'ancienne façon de gérer. Par rapport à la nouvelle, je l'ai laissé exprès pour vous montrer un petit algorithme de prise en charge de pathologie via la classification de Chicago, via l'avènement de la manométrie haute résolution qui a permis de donner les plusieurs types de chalazie, les plusieurs types de pathologies encore. Donc, comme vous arrivez à le voir ici, donc schématiquement, les indications dépendent de l'âge et dépendent de la pathologie sous-jacente. Donc, tout ce qui est pour chirurgie, elle est BOV. Donc, la chirurgie, elle est indiquée surtout chez le sujet jeune. Bien sûr, il faut toujours avoir le consentement du patient. Et le traitement médicamenteux, chimique ou instrumental, il est réservé plus ou moins à la personne âgée. Néanmoins, il ne faut pas
éliminer les risques relatifs à la sédation, que ce soit une sédation générale ou les pathologies associées. Donc, il faut toujours peser le pour et le contre pour décider l'abord thérapeutique, je vais dire thérapeutique non chirurgical, l'abord thérapeutique de notre patient. Alors, ce qu'on fait chez nous, en général, en endoscopie en Algérie, surtout à notre institution, c'est les dilatations endoscopiques. Les dilatations endoscopiques par le ballonnet. On fait des dilatations, les premières, les deuxièmes. Après, on sera obligé de faire des dilatations itératives. Donc, ça sera à la demande. Avant que j'oublie, il ne faut jamais oublier donc votre surveillance de votre patient. Vous avez le score d'Edgard, je vous invite à le lire. Un score qui va permettre le suivi clinique de votre patient et de décider après la thérapeutique. Le score d'Edgard, il va voir la dysphagie, le poids, l'évolution de la douleur et en fonction de résultats, on va décider de traiter ou pas. Vous avez un score d'Edgard inférieur à 3, je laisse mon patient tranquille. J'aurai un score d'Edgard supérieur à 3 points, je serai obligé d'intervenir, je serai obligé de traiter. Alors, voici un petit algorithme de l'achalasie vu par la classification de Chicago. Alors, vous avez un patient à bas risque chirurgical. Pour l'achalasie type 1, type 2, soit ce sera une myotomie. Si y a une récidive ou un échec, je serai obligé de dilater. Si y a une récidive, je suis obligé de passer à la technique endoscopique Lapoème. Si j'arrive à une achalasie terminale, ce qu'on appelle le end stage, je suis obligé de passer à la chirurgie bariatrice, on va dire, l'œsophagectomie. Je dois enlever tout l'œsophage, bien sûr, le remplacer par ce qu'on appelle la coloplastie, par son côlon. Alors, si j'ai d'emblée une achalasie type 3 selon la manométrie de haute résolution avec la classification de Chicago, je passerai d'emblée à la chirurgie. Si y a une récidive, je tenterai une autre. Sinon, je passerai à la technique Poème. Par contre, pour les patients à haut risque chirurgical, que ce soit par rapport à l'âge ou bien des pathologies, par lourdes pathologies à risque, je dois passer par les traitements les moins invasifs. Je commencerai, après ça reste des choix en fonction des centres experts. Je passerai par l'injection de la toxine botulique. S'il y a une récidive, je tenterai une deuxième, une troisième, pourquoi pas. Sinon, je passerai un traitement pharmacologique. Donc, j'ouvrirai une petite parenthèse pour l'injection de la toxine botulique. Le principe, il est simple, se fait par voie endoscopique. Je vais injecter de la toxine dans les 4 quadrants du sphincter inférieur de l'œsophage. Bien sûr, je vous ai dit, on peut la refaire après 3 mois, 6 mois, 1 an. Après 1 an de traitement, s'il y a un échec, je passerai à un autre palier thérapeutique qui est les médicaments, soit les dérivés nitrés, soit les antagonistes du calcium, ou bien la molécule préférée, je vais dire la molécule préférée des urologues. Si j'aurais un patient à haut risque chirurgical ou bien à haut risque endoscopique, je passerai d'emblée au traitement pharmacologique. Alors là, ici, on a un petit aperçu manométrique, comme toujours la définition elle est manométrique, des différents troubles œsophagiens majeurs. Donc, pour comparer, il faut toujours avoir un repère d'une manométrie normale. Alors ici, vous avez le sphincter supérieur de l'œsophage, vous avez le corps œsophagien ou vous avez le sphincter inférieur. À la déglutition, j'aurai une ouverture spontanée du sphincter œsophagien, des ondes propulsives amples, propulsives, simultanées de notre corps œsophagien et vous avez un relâchement du sphincter inférieur. Alors, l'achalasie par définition manométrique conventionnelle, vous avez une ouverture du sphincter supérieur qui est normale. Vous avez absence d'ondes. Alors là, vous les voyez. Et quand vous voyez ici, c'est des ondes qui sont simultanées non propulsives. Ça veut dire, alors ici, je vais essayer de vous interpréter un peu. L'onde, elle commence ici. Le début de l'onde commence ici. Par contre, la deuxième onde, elle est décalée un petit peu.
Vous voyez ici, il y a un petit décalage. La troisième onde, la naissance, elle est encore décalée. Vous avez un écart d'onde. 1, 2, 3. Par contre, dans la chalasie, l'écart n'existe pas. Le point de naissance, il est pareil dans tout le corps œsophagien. C'est des ondes qui sont inefficaces, elles ne sont pas propulsives. Et ici, vous avez une fermeture totale du sphincter inférieur de l'œsophage avec une hyperpression en dessus de notre ligne isobare. Vous avez le spasme diffus ou bien le MSD, la maladie du spasme diffus. Alors, le sphincter supérieur, il est intact, il n'est pas touché. Le sphincter inférieur, pareil, il n'est pas touché. Le problème se résolu et se réside simplement au niveau du sphincter, du corps œsophagien. Alors, vous avez des ondes qui sont propulsives. Il y a vous voyez ici, donc, il est respecté comme dans une mano normale. Par contre, les ondes ici, elles sont hyper. Alors, c'est des ondes qui vont dépasser les 7000 millimètres de mercure. C'est des ondes c'est des ondes très hautes de pression qui ne sont pas propulsives et qui sont prolongées dans le temps. Vous avez l'œsophage casse-noisette. C'est des ondes, par contre, elles sont propagées avec des amplitudes moindres, mais prolongées pareil. Et c'est à partir de ces deux entités de pathologie fonctionnelle œsophagienne qu'on n'a pas pu faire la distinction dans la manométrie conventionnelle. Et à partir de là, depuis l'avènement de la manométrie haute résolution, elle a pu faire la part des choses entre tous ces types de pathologies œsophagiennes, entre la chalasie avec l'avènement de ces trois types, le type 1, le type 2, le type 3, le spasme diffus et l'œsophage casse-noisette qui rentre dans l'entité des pathologies œsophagiennes hypercontractiles. Et je vous remercie. Docteur Kezoula, vous êtes là? Docteur Kezoula? Allô, allô? Oui, Glami. Je viens de... Bon, il y a quelques questions. Oui, bien sûr.